Nous allons démarrer cette session. Faites entrer l'accusé. Pour ceux qui n'ont pas assisté à des séances similaires lors des congrès précédents, il s'agit d'une petite pièce de théâtre au cours de laquelle nous exposons des cas de plaintes réelles qui ont été jugés par la justice. Et c'est un jeu de rôle. Pour aujourd'hui, nous avons prévu 3 personnes. La première personne va jouer le rôle de la patiente, la victime. La deuxième personne va jouer le rôle du médecin traitant, l'accusé. Et Raymond Najar joue bien le rôle du juge, je ne le trouve pas, donc je vais le remplacer en attendant que le véritable juge arrive. Alors, pour modérer cette session, nous avons invité le professeur Mohamed Allouche, professeur en médecine légale, président du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Tunis. Marhaba bik, Allouche. Nous avons aussi invité Maître Hassan Chabouni, avocat auprès de la cassation. C'est le conseiller juridique du Conseil national de l'Ordre des médecins. C'est en plus un ami et un grand maître puisqu'il a eu à plaider dans plusieurs affaires de droit médical. Nous n'avons pas beaucoup d'avocats spécialisés dans le domaine. Marhaba bik, c'est Hassan. Nous avons prévu 2 affaires à exposer. J'aimerais bien que la pièce de théâtre ne s'allonge pas longtemps, si Machal. Et pour laisser la place à la discussion. La première affaire que nous allons exposer, c'est une affaire qui a été jugée en 2012 au tribunal civil. Madame D contre le docteur F. Madame D, je vous invite à nous donner votre version des faits, selon vous. Merci, monsieur le juge. Alors, je m'appelle Madame D, j'ai 38 ans. C'était ma première grossesse, je n'avais pas d'enfant et j'étais très contente de l'avoir. Donc, j'ai été suivie par monsieur, le docteur, pendant toute ma grossesse. Finalement, tout s'est bien passé, ça allait plutôt bien, on était tout contents d'avoir notre premier enfant. Et j'ai accouché par césarienne pour souffrance fétale, il m'a dit. Et, bon, heureusement, alhamdoulilah, mon bébé va très bien. Je n'ai jamais pu profiter de mon gamin. Je n'ai jamais pu avoir un moment correct de mère avec son enfant. Ça a commencé dès le premier jour. J'avais mal, des douleurs atroces. Ça a duré 3 jours. J'ai pas réussi à avoir ni de gaz, ni de transit pendant 3 jours, 3 longs jours où j'ai souffert. J'avais un ballon, on dirait que j'avais une gemellaire, pas que j'avais accouché. Et on m'a dit non, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et on m'a fait quitter la clinique. Avant la sortie, ils m'ont fait un petit coup de sonde avec l'échographie. Ils m'ont dit non, il n'y a rien, c'est un iléus paralytique. Il y a des intestins qui... Il y a un petit... Mais ça va passer. Je suis rentrée chez moi, je ne pouvais même pas m'occuper de mon gamin. Je me levais à peine, je ne mangeais pas. 1 semaine après, j'ai encore des douleurs, c'était atroce. J'avais mal au flanc gauche, c'était abominable. C'est des crises, des épisodes de diarrhée, de constipation. Et je suis allée voir le docteur. J'y suis allée 6 fois, monsieur le juge. 6 fois. Et à chaque fois, il me disait, mais non, c'est rien. Ça va passer, c'est rien, c'est normal, c'est une chirurgie. Ça peut faire mal jusqu'à 6 mois. Mais moi, il se dit, medlé. Et à un moment, je lui ai dit, OK, donnez-moi mon dossier, je vais aller voir un autre docteur. Je vais pas bien, c'est pas comme ça. Ma belle-sœur a accouché il y a 3 mois, elle n'est pas dans cet état. Il m'a renvoyé de son cabinet, il n'a pas voulu me filer son dossier. C'est tout ce qui s'est passé après ça. Et j'ai souffert, et je suis allée voir maintes docteurs. Je suis allée voir par-ci, je suis allée voir par-là. Les urgences, Mongislim, Jeanne-Nicole, Wessila, tout le monde me dit, ça va passer. Ça doit être ça. Et tout le monde voulait
être rassurant en me disant, voilà. Et le docteur ne voulait toujours pas me voir, il répondait plus au téléphone, sa secrétaire me renvoyait à chaque fois. Et finalement, je suis allée voir un chirurgien, pas un gynéco. Et il m'a examinée, finalement, 6 mois plus tard. 6 mois de souffrance, où je ne me suis pas occupée de mon gamin. Je crois qu'il ne me reconnaîtrait même pas, j'en avais ni la force ni les capacités. Et ce chirurgien m'a fait un scanner. Et il m'a annoncé qu'une compresse a été oubliée. Cette compresse a été oubliée pendant cette césarienne et j'ai gardé cette compresse pendant 6 mois. J'ai souffert pendant 6 mois, c'était atroce. J'ai dû être réopérée. Extraction de cette compresse, j'ai été opérée en urgence et une résection de graisse intestinale. J'estime que le docteur, même si pour son suivi de grossesse c'était très bien, après il ne s'est pas occupé de moi, il ne m'a pas écouté. Une fois au fait la césarienne, je n'étais plus ni sa patiente ni rien. Et puis il ne m'a même pas voulu me donner mon dossier, mais c'est mon droit, j'y avais droit, c'est mon dossier, c'est mon argent. Et ça m'a coûté beaucoup de souffrance et beaucoup de problèmes à la maison. Mais finalement, je considère que tout ceci, c'est de sa faute, monsieur le juge. Merci, madame. Je vais quand même vous lire la conclusion du collège d'experts que j'ai désigné. Alors, c'est leur conclusion. Un collège de 3 experts, ils disent « La complication survenue chez Madame D est possible, mais rare. Son diagnostic a été tardif et un TDM abdominal aurait dû être demandé plus tôt. » J'invite le docteur F à se défendre. Merci, monsieur le juge. Je tiens à défendre ma cause parce que je m'estime moi aussi victime dans cette affaire, puisque j'ai passé une dizaine, voire plus, d'années de ma vie à servir à la médecine et à traiter des patientes. Et c'est la première fois que je subis la colère de la justice. J'ai traité la patiente avec tout le professionnalisme et tout le dévouement que mes aînés m'ont appris à pratiquer. Le suivi de la grossesse s'est bien passé, sauf que lors de l'accouchement s'est compliqué d'une souffrance fœtale relativement importante et aiguë, qui nous a amené à faire une césarienne en urgence. Et heureusement qu'on a pu sauver le bébé et qu'il n'y a pas eu de problème. Par contre, après la suture de l'utérus, on a eu une inertie utérine qui était assez grave, avec une hémorragie importante qui a nécessité de donner des médicaments, de surveiller. Donc ça a un peu traîné au bloc. Et pour ne pas arranger les choses, ça a survenu quand les 2 équipes du bloc, du personnel opératoire ont changé. Donc c'était à l'heure de changement d'équipe. Personnellement, j'ai été sûr du compte ou des comptes. On a compté les compresses et les champs à l'entrée et à la sortie. On n'a pas eu l'impression d'avoir oublié des champs. Donc le compte a été fait. C'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de champs de compresses vu le contexte d'hémorragie, etc. Après le post-opératoire immédiat, ça s'est relativement bien passé. C'est vrai que la patiente est un peu plaintive d'Alou la Chouaïa sur les bords. Donc, comme on se connaît, j'ai essayé de la rassurer. On n'a pas eu l'impression qu'il y avait lors de la surveillance de problème. Et elle est revenue vers moi plusieurs fois. On n'a rien trouvé à l'examen. Donc, je lui ai conseillé d'aller voir un gastro-entérologue
vu qu'elle a une histoire de constipation, de plainte digestive, etc. Donc voilà mon vécu et je vous remercie. Merci. Bon, vos arguments ne m'ont pas convaincu. Parce que en justice, on ne juge que le cas qui est devant nous. On ne va pas revenir dans vos antécédents. Combien de femmes avez-vous sauvées? Ça, c'est votre devoir. C'est votre travail. Faire un jugement de valeur sur Madame D, la victime, c'est aussi, je n'ai pas du tout apprécié. Dalloula ou la Mish Dalloula, vous n'avez pas à juger. Le fait qu'on vous dise le compte est bon, même si vous n'avez pas participé au compte, ça engage votre responsabilité. J'estime qu'il y a eu une négligence dans la prise en charge des suites de cette intervention et je vous condamne à indemniser Madame D. Voilà le jugement qui a été rendu. C'est la fin de l'histoire. Je vais passer la parole au professeur Allouche pour animer la discussion. Merci, Sinabil. Moi aussi, je n'étais pas convaincu des réponses du médecin. Parce que moi, j'ai une question pour vous. Quand elle a consulté à plusieurs reprises, pourquoi vous n'avez pas demandé d'examen complémentaire? J'estimais que l'examen clinique suffisait. Elle n'avait pas de fièvre, elle n'avait pas de réels troubles du transit. Elle avait des antécédents de constipation, etc. Et c'est vrai qu'elle est un peu plaintive, voilà. Donc je pensais que c'était juste de l'aide. C'est une plainte dans le civil ou dans Civil, le pénal? civil. Mais souvent, c'est des plaintes dans le pénal. Souvent, oui. La pratique, c'est plus que 60%, c'est des plaintes en pénal. Et elle est revenue vers vous 6 fois. Après, je et lui ai chaque fois, conseillé c'est Dalloula, c'est trop. Je lui ai conseillé d'aller consulter, de voir un confrère gastro-entérologue pour ses troubles pour ses constipations, ses troubles du transit. Donc, je ne l'ai pas lâché dans la nature. Docteur, s'il vous plaît, petite question. Qui estimez-vous responsable dans cette affaire d'un oubli de compresse ou de champ? Qui est, à votre avis, qui devrait être tenu pour responsable de cet oubli? Pour ma part, j'ai été, occupé par la gestion de l'hémorragie du postpartum immédiat, par l'inertie. C'est vrai que, bien sûr, j'ai pris en charge la patiente, mais je n'étais pas seul dans la salle opératoire. On a fait le compte des champs et voilà, on a réellement eu l'impression que le compte était bon. Je voudrais vous rappeler qu'en termes de jurisprudence, l'opérateur est seul tenu responsable. Nous verrons l'avis du juriste, mais mais on ne l'a pas fait exprès. C'est-à-dire que c'était pas l'objectif. On était, nous bien aussi, sûr. On avait peur pour la vie de la patiente, etc. Donc, même s'il y a eu oubli, ce n'était pas intentionnel. La responsabilité de l'opérateur est engagée en tout état de cause, quel que soit le personnel qui est sous sa responsabilité. Oui, c'est Béchir. Public qu'en privé. Après ces affaires de Textilum, il y a certains blocs qui ont instauré, bien sûr, le compte-rendu obligatoire à rédiger avant de sortir du bloc, mais aussi il y a une feuille de décompte des champs et des compresses qui est signée par l'infirmière du bloc, l'instrumentiste et le médecin. Quelle est la valeur de cette fiche si on se retrouve par la suite par un décompte qui est erroné? C'est une feuille que vous allez signer, c'est-à-dire, mais elle ne remplace pas la responsabilité puisqu'il y a un oubli. Oui, mais le décompte a été fait par l'infirmière du bloc et elle nous dit le compte est bon, elle et l'instrumentiste, et par la suite on signe nous trois
Et est-ce qu'elle a une valeur ou c'est plus la peine de la faire? C'est-à-dire elle peut faciliter le travail, mais quand tout se passe bien, tant mieux. Mais s'il y a un oubli, c'est qu'il y a une faille quelque part. Et c'est toujours le chirurgien qui est responsable. Et Béchir, chouf. Ma question, c'est Cette feuille n'a aucune valeur en justice. OK? Mais je vous encourage à continuer à le faire parce que ça sensibilise tout le monde à l'importance de ce compte. Donc, c'est quelque chose de bénéfique pour les patients, puisque c'est sérieux. Il s'agit de signer. Quand on demande à quelqu'un de signer, il sait que c'est sérieux. D'accord? Donc, pour plus de vigilance. Mais devant la justice, le médecin ne peut pas se dérober. Il ne peut pas dire « c'est pas moi qui a fait le compte ». Il ne peut pas dire « voilà l'adresse de l'instrumentiste ou du penseur, allez l'arrêter lui, parce que lui, il m'a dit le compte est bon ». Vous êtes responsable. Le chirurgien est responsable. Eux ne sont pas incriminés. Non. Il travaille sous votre responsabilité. Bien sûr. Bon. Au bloc, vous êtes... Dans toute l'Angleterre, ça se passe de la façon suivante. Moi, je l'ai vécu. L'instrumentiste, elle compte les compresses, l'opérateur compte avec elle les compresses et les instruments, les deux. Et la feuille, moi j'ai instauré cette feuille, et cette feuille-là, elle est signée par l'opérateur uniquement. Moi j'ai eu deux cas dans le service. La feuille que c'est Béchir en parlait, elle était signée, le décompte est juste. Et ils ont oublié une compresse. C'est vrai, Nabil, ça n'a aucune valeur, mais c'est dissuasif aussi. Oui. Ça va diminuer un peu le nombre de... Donc c'est uniquement celui qui opère, celui qui compte, qui décompte. On a même, nous, oublié aussi une petite pince, mais quand tu la vois de devant, c'est une pince qui multiplie par 5. Donc, non, pas vous la mais t'as de toute façon. Donc, et cette pince était oubliée par l'équipe. Mais c'est l'opérateur qui est responsable. Un chef de service, il ne peut pas être tout le temps dans son service, c'est impossible. Voilà. Aussi, dans la responsabilité civile, il y a la responsabilité du fait de ses proposés. Donc, c'est-à-dire, le médecin, il est responsable civilement des aides et des instrumentistes qui travaillent avec lui. Si Mahmoud. Merci. Cette affaire me rappelle le temps où je dirigeais aussi la Bourguiba et il y a un point qui est important et qui nous a tenus pendant plusieurs semaines, c'est quand un résident fait une césarienne à 4 heures du matin et oublie un champ. Alors, ce que j'en ai conclu à l'époque, notre ministre était le politicien, et on a essayé d'intervenir auprès du ministre pour aider la résidente, c'était une résidente, mais on n'a rien pu faire. Et l'opérateur est le seul responsable, quel que soit son grade. Il ne peut pas dire, moi j'étais à 4 heures du matin, j'étais endormi, c'est ma 6e césarienne, c'est mon truc. Ça ne joue pas. Et là, moi je pose la question, dans les hôpitaux, c'est un gros problème parce que ni le chef de service, ni l'administration n'endossent la responsabilité. Et c'est le pauvre résident qui se retrouve avec une affaire sur les bras s'il oublie un champ, et ça peut arriver. Si Mahmoud, il y a une différence parce que là, pour l'indemnisation dans le secteur public, donc c'est le tribunal administratif. Donc c'est pour le pénal. Pénal, c'est la responsabilité, elle est individuelle et personnelle, quel que soit le grade, quel que soit le secteur d'activité. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se dérober de sa responsabilité pénale. Par contre, les juges tiennent quand même compte du contexte de l'intervention. Si c'est en urgence, c'est pas une césarienne à froid. Là,
il condamne systématiquement. Mais dans un contexte d'urgence, dans un contexte d'hémorragie, où l'essentiel, c'est de sauver la vie, donc ils peuvent tenir compte. Et d'ailleurs, dans les peines, généralement, il inflige seulement une amende. Donc ça, c'est aussi le rôle des experts de le mentionner dans l'expertise. Parce que, juste un rappel, les experts, ils donnent une opinion, ils ne donnent pas un jugement. Et le magistrat, il n'est pas lié aux conclusions de l'expertise. Donc les experts, ils vont donner un avis technique, ils doivent bien expliquer les circonstances de survenue de cet oubli, et c'est au magistrat d'en tenir compte. Mais ce que je connais, c'est que les discussions avec plusieurs magistrats, dans un contexte d'urgence, toujours, ils tiennent compte de l'urgence. C'est alors je rebondis sur l'affaire des experts, parce qu'on a vu plein de dossiers où les experts, entre parenthèses, ne jouent pas leur rôle d'experts. Et est-ce qu'il y a la possibilité de dresser une liste d'experts? Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est un peu aléatoire, et souvent les experts ne sont pas si... Ça m'a une liste, mais qui n'est pas mise à jour. J'ai eu une expertise avec un gynécologue. Quand j'ai vérifié, il est décédé. Donc, le Qudāt a une liste qui n'est pas mise à jour. D'ailleurs, le projet de responsabilité, c'était que le Conseil de l'ordre, il tient la liste des experts. Et c'est surtout du copinage, et souvent... Madame Monia. Merci. Moi, ce que je voudrais poser comme question, c'est... La faute est liée à ce qu'on vous appelez oubli, ce qui n'est pas un oubli en fait, c'est une erreur de décompte. Il n'y a pas eu d'oubli. Il ne savait pas, le médecin au moment de fermer, qu'il risquait d'oublier. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que vu que la faute est focalisée sur l'oubli, si il avait repris la patiente dès le début, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans le jugement? Oui. Oui, quoi donc? Parce qu'en fait, nous, on n'est pas jugé sur la survenue d'une complication, mais comment on a géré la complication. Moi, c'est pour ça que j'ai insisté auprès du docteur T. Pourquoi elle est venue 6 fois après. Et donc, en aucun moment, il a pensé à demander un scanner. Parce que dès le 2e, 3e consultation, s'il demande un scanner et il trouve le corps étranger, donc la responsabilité, parce que si j'ai bien compris, les experts ont dit qu'il aurait dû, c'est une négligence dans la prise en charge en post-opératoire. S'il avait prise en charge d'emblée ou dès le départ, est-ce que ça aurait changé les choses? Oui. Tu es accusé, tu n'as pas le droit à la parole. Ok. Je me défends. Il faut qu'on passe au 2e cas, mais ça va. Ou un chirurgien, sous prétexte qu'elle n'a plus confiance en son médecin qui a causé le problème. Le 2e médecin qui va gérer la complication d'un confrère a l'obligation éthique et déontologique de contacter, même sans l'accord de la patiente, de contacter le médecin traitant et de le tenir informé. Mais, ils le font pas. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce qu'on a un 2e cas et on a des fiches d'information à présenter. Ceux qui n'ont pas pris la parole dans la salle à propos de ce 1er cas seront privilégiés pour la discussion du 2e cas. Mais avant de passer au 2e cas, je voudrais entendre l'avis du maître Hassan Chaboun. Barakallahu fik, c'est Nabil, très heureux d'être parmi vous. Si j'étais l'avocat du médecin, la première chose qui va me réconforter, c'est qu'on est sur le plan civil et on n'est pas dans le plan pénal parce qu'il a commis 2 fautes. La première faute, il a oublié un compresse. J'ai un dossier maintenant qui est en cours dans les mêmes faits d'espèce. Un gynéco qui a oublié un compresse pour sa patiente, elle est rentrée en Libye. Et après 6 mois, il est revenu. Et dans les mêmes faits d'espèce, il ne s'est pas rendu compte de cet oubli. Heureusement que l'action elle est en civil. Donc dès qu'il y a une action en civil, la première chose, et dans les 48 heures, même avant d'appeler votre avocat, il faut
aviser l'assurance. Parce que dans les contrats d'assurance, ils font une obligation d'information dans les 48 heures, sinon le contrat ne peut pas mis en exécution. C'est une exception de garantie, donc il faut toujours se méfier et les informer par le fax, par un mail, par une décharge, contre-décharge, quelque chose qui laisse une trace. Ça, la première chose. La deuxième chose, ce médecin, mon client, il a malheureusement commis 2 fautes caractérisées. La faute, soit sur le plan civil ou pénal, elle est toujours personnelle. Si Mahmoud il a relevé un cas dans les services publics, si l'action elle est en pénal, le médecin automatiquement il est mis en cause. Si il est dans le civil, c'est le tribunal administratif, c'est le service public qui assume la responsabilité. Donc, mon client, la première faute qu'il a commise, il a oublié un compresse. Il est le seul responsable au décompte final. Il ne peut pas se prévaloir de la faute de l'infirmière. Si Béchir il a soulevé le point de la feuille signée, peut-être, si l'action elle est en civil, on peut trouver un moyen pour défulguer la responsabilité et alléger la peine. Mais il est toujours le responsable, qui m'a dit Mohamed, هو مسؤول على الناس اللي تعمل معه. La deuxième faute, pour moi, si j'étais juge, elle est plus grave. C'est que madame, elle s'est déplacée chez lui pendant 6 mois et il n'a même pas pris la peine de faire un écho, un radio, un scanner. Donc, la réaction, dès qu'il y a un problème, هذا حفظوا لنا حتى عروفاتنا كي ثم مشكله في ملف ولا ثم مشكله مع باسيون il faut pas le rejeter parce que automatiquement s'il est pris par un autre confrère ou bien par un paramédical, c'est la plainte. Et on a travaillé pendant les 10 dernières années à convaincre les avocats de ne plus faire des actions en pénal parce que ça traîne. Parce que c'est l'instruction, c'est le procureur, il faut 7-8 ans pour avoir un jugement. Tandis que sur le plan civil, une ordonnance sur requête, nomination d'experts, et la faute elle est caractérisée si le médecin il a commis une faute ou non. Et la dame, ou le monsieur ou le patient, il est indemnisé, donc il faut toujours contracter l'assurance civile. Je reviens à la deuxième faute, qui est pour moi plus grave. L'article 217 ou 225, soit l'homicide involontaire ou dans le cas où il y a un préjudice pour le patient, le vocabulaire il est très clair. Al-ihmal wa taqsir wa adam al-tanabbuh. مرة جاتك 6 أشهر فحصت قداش من مرة ما قمت بحتى عمل طبي للبحث على سبب الآلام هذه. معناتها الخطأ est consommé, la faute elle est consommée, الخطأ متبين ظاهر, البريجوديوس الضرر موجود, le lien de causalité العلاقة السببية متوفرة. وهذوما من شأن انه القاضي في الاندمنيزاسيون مش يزيد يرفع في مبلغ التعويضات. لو كنت في المادة الجزائية مش يرفع في مادة العقوبة. Dernièrement, un médecin qui a écopé de ans d'emprisonnement, première instance et en deuxième instance, heureusement la cassation elle a cassé le jugement. المحكمة حيثت قالت وحيث توجهت للمستوصف لمدة ل3 مرات وفي نفس المرة يصف لها أدوية مسكنة. نعطيك ان كا باراتيك لو جوج كومون يريزون اللي حكيته الكل انت الكل هذاك الكل ما يشوفوش. انت المراه هذه اول شيء سيتي لا كومبريس بروميير فوت. دوزيام فوت ما قمتش بما يتوجب عليك من الحيطه والتبصر والعنايه باش تبحث عن سبب الالام هذه. وشكرا.
Maître Hassan a utilisé les termes des textes légaux. Ben, nous passons au deuxième cas et le véritable juge est arrivé. Donc, je lui passe la parole. Cette affaire a été jugée en 2010 par un tribunal civil. Madame AA, toujours contre docteur MM, il est foutu. Pauvre gars. Plus récidiviste, c'est la 3e année de suite que je joue le médecin. Madame, vous avez la parole pour nous. Merci, nous monsieur les le faits. juge. Je suis donc Madame AA, j'ai 25 ans, je suis primipare, aucun antécédent, je suis suivie pour rien, et j'ai été suivie pendant ma grossesse par le docteur M, dès le 1er mois, avec un total de 5 consultations sur toute ma grossesse. À chaque fois qu'il me demandait de venir, je venais. J'ai jamais été informée par lui qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. La grossesse s'est très bien passée, aucun souci. J'ai fait toutes les échos, vous voyez, il y en a 4. Elles m'ont coûté 200 dinars chacune. Il est mentionné devant l'item morphologie normale. J'ai accouché à l'hôpital, à terme, pour présentation de siège par césarienne avec un garçon, Yamim Tialaoulidi, vivant, présentant des anomalies. En fait, il n'a pas de bras ni de jambes droites. Il n'a ni l'avant-bras, ni la main, et ni la jambe, ni le pied droit. Sachant que toutes mes échographies étaient normales. J'en ai fait 4, elles étaient toutes normales. Morphologie normale. Il ne m'a jamais dit qu'il y avait un problème, qu'il y avait un doute, qu'il y avait quoi que ce soit. Il a occasionné de grandes souffrances. Vous imaginez la souffrance d'avoir un enfant qui a tout un côté droit qu'il ne peut pas utiliser, qu'il faut appareiller. Ce que ça coûte comme argent. وانا ما عنديش راجلي عام اليوم ونهز فيه تو عمره 7 سنين ما ينجمش لا يمشي لا يقعد كوريكتومون نهز فيه اللي ظهري تكسر ما عادش نجم نهزه. C'est très très lourd à supporter. صعيبة ياسر ما عادش ما نخممش حتى باش نجيب صغير اخر خاطر وقتي الكل اللي هو ما نجمش لا نخدم لا هو ينجم يمشي يقرا كوريكتومون خاطر ما نجمناش نعملوا له لي بروتيز ياسر غاليين ويلزموا قرايه dans un centre adapté باش ينجم يمشي باش ينجم يجي هو راهو محلي ولاباس عليه تبارك الله très intelligent et donc la souffrance est énorme. Merci, Madame A.A. Alors, je vous lis la conclusion du collège d'experts que j'ai désigné. L'enfant présente des anomalies réductionnelles de type hémimélie avec des amputations transversales des 2 membres. Au niveau du membre supérieur droit, absence de l'extrémité distale en dessous du coude avec un moignon très rudimentaire de la main. Au niveau du membre inférieur droit, qui est appareillé, absence de l'extrémité distale au-dessus du genou, lui aussi absent, avec un moignon très rudimentaire de pied. Le diagnostic prénatal de ces anomalies est possible, selon les experts, à partir de 13-14 semaines d'aménorrhée. J'invite donc le docteur M.M. à se défendre. Merci, monsieur le juge. Monsieur le juge, je dois avouer que... Appelez-moi modestement président, ça ira. Monsieur le Président, cette anomalie morphologique est rare. Et j'avoue qu'en 10 ans de diagnostic prénatal, je ne l'ai jamais rencontré devant moi. Pourtant, je suis diplômé d'un diplôme d'échographie anténatale et je pratique régulièrement le diagnostic anténatal. Cette malformation a été d'autant plus difficile à diagnostiquer que la patiente est obèse et que l'exploration
disons, en surpoids. Et l'exploration a été à chaque fois difficile. Et d'ailleurs, pour preuve, dans le compte rendu dans les comptes rendus que j'ai fournis, j'ai mis morphologie normale dans les limites de l'examen parce que la patiente était difficile à explorer. Donc, je pense que ça a été difficile, d'autant plus que c'est des anomalies des membres, de les voir au cours des explorations échographiques. Merci. Pour ma part, j'estime qu'il y a eu négligence dans le suivi échographique. Avant de conclure sur les termes de la condamnation, je voudrais vous demander, est-ce que vous n'auriez pas pu, ayant eu des limites techniques dans la réalisation, n'auriez-vous pas pu référer votre patiente à un échographiste peut-être plus aguerri au panicule adipeux? Je suis moi-même diplômé Oui, MM. Hein? Je suis moi-même diplômé, j'ai l'expérience des échographies morphologiques, donc je pense que ça n'aurait pas servi à grand-chose. Vous vous enfoncez un peu, mais c'est pas grave. Tant pis pour vous. Alors, je confirme qu'il y a une négligence dans le suivi échographique de la grossesse de Madame AA, et je condamne donc le docteur MM à indemniser les parents de cet enfant. T'es mal barré, là. Merci, monsieur le juge. Je suis riche. Voilà un exemple d'argument qui ne tient pas la route devant la justice. J'ai fait, j'ai sauvé, j'ai un diplôme, je suis fort, j'ai une belle machine. Tout ça, devant les dégâts, ça ne sert absolument à rien. S'il y a des questions parmi... Mais c'est vrai que c'est mieux que de ne pas avoir de diplôme. Ça, c'est... Non, c'est ce qu'on dit. Non, mais c'est ce qu'on dit. Malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. En l'occurrence. Pour ma question, pour ma part, la question est la suivante. Est-ce que le fait de dire, si on aurait découvert ces anomalies durant la grossesse, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour le bébé, pour la prise en charge in utero, et c'est-à-dire, est-ce que ça aurait apporté une indication à l'IMG, ce type de problème? Et est-ce que ce fait-là, le fait que le diagnostic n'aurait rien changé à la prise en charge, il n'y aura pas d'interruption médicale de la grossesse, changerait également l'attitude du juge vis-à-vis de ça? En fait, la plainte, c'est que la dame, elle réclame la faute commise, elle a fait perdre une chance de procéder ou de demander une interruption de grossesse. Chouf, Asman, c'est un argument qui ne tient pas la route. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, dans la jurisprudence quasiment internationale mondiale, on ne répare pas l'enfant, on répare, donc on indemnise les parents. OK? Donc, il y a une nuance, mais elle est importante. Donc, on ne va pas réparer l'enfant, on va réparer les parents. Et les parents, on les répare essentiellement pour le préjudice moral. Il y a certainement ce qu'on appelle une perte de, entre guillemets, chance. Ce n'est pas une chance de procéder à une interruption de grossesse, mais on appelle ça comme ça. Il y a, dans l'évaluation de l'indemnisation, la perte de chance. Cette femme n'a pas eu la chance de pouvoir décider de poursuivre ou de demander une IMG. Mais pour ce cas-là, une IVG peut-être, parce que le diagnostic aurait dû être précoce. Mais plaçons-nous en termes d'IMG. Il est possible qu'un centre de diagnostic prénatal aurait refusé l'interruption chez cette patiente-là.
Mais il reste le préjudice moral. Parce qu'il y a toute une préparation. Ça n'a rien à voir quand on s'attend à un enfant qui a un handicap ou quand on s'attend à un enfant bien portant qui n'a aucune anomalie. Le fait d'être informé que l'enfant à naître portera un handicap, il y a une préparation matérielle, mais surtout psychologique. Et donc, on répare le préjudice moral. Le fait qu'il n'y ait pas d'indication d'IMG ne veut pas dire qu'on va pas être condamné. Mais il n'y aurait pas eu, mais madame, si le docteur MM avait informé sa patiente, il n'y aurait pas eu plainte. Plainte pourquoi? Si la patiente avait été informée du handicap, elle n'aurait pas porté plainte. Et le préjudice moral, en l'occurrence, n'aurait pas, même si la douleur existe, il n'y aurait pas eu préjudice, puisque le docteur MM aurait informé sa patiente et... Voilà. S'il vous plaît. Juste pour compléter cette information, si la malformation était mineure, genre polydactylie, ou est-ce que elle est en droit, la maman, de dire ah oui, mais il a 6 doigts de pied, je suis pas contente. Et ça mène où? C'est ça ce que je veux savoir. On n'a pas d'expérience. D'après les informations, la jurisprudence n'est pas bien à jour, codifiée ou accessible. Mais ce que l'on entend comme affaire, on n'a jamais eu vent d'affaires pour des pieds beaux, pour une polydactylie. C'est quand même ce cas-là réel, auquel tu faisais partie du collège d'experts. Hein? Voilà. Donc, tu étais avec nous parmi le collège d'experts. Et on a vu le gosse. L'handicap est majeur. Je peux vous assurer que l'handicap est majeur. Il y a très peu de... à ma connaissance, il n'y a pas de plainte. Je n'ai pas connaissance de plainte pour des anomalies mineures, pieds beaux, polydactylie, hadoumale. Oui. S'il vous plaît, je veux savoir comment réagit le juge. Si vous dites, moi j'ai douté, j'ai demandé l'échomorphologie par un radiologue pour confirmer, je n'ai pas informé la patiente parce que j'ai des doutes, la patiente n'a pas fait l'échomorphologie par le radiologue, elle répond, vous ne m'avez pas informé que vous avez des doutes, je ne sais pas comment le juge réagit devant... C'est un manquement à un devoir qui est primordial, le devoir d'information. La plainte, elle est en civil, donc le juge tient compte de l'information. Donc vous allez la référer à un radiologue, mais il faut lui expliquer pourquoi vous la référez. Donc, s'il vous plaît, moi je demande la parole depuis très longtemps. Écoutez, quand je me rappelle d'un cas de placenta creta, le gynéco a envoyé un radiologue pour faire le diagnostic. Et il avait dit que le placenta n'était pas creta. Et la dame est morte, décédée. Ce n'est pas le radiologue qui a été jugé, condamné. C'est le gynéco. Parce qu'il a fait son choix de radiologue. Il faut faire très attention. Donc, c'est votre responsabilité. Ma deuxième remarque, quand on fait un examen écho, il y a 3 situations. L'examen est excellent, l'examen est moyen, l'examen est insuffisant. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Quatrièmement, à 16 semaines, il y a un article qui parle « Watch the feet and hands ». Il faut voir les mains, il faut voir les pieds à 16 semaines. Vous êtes obligés. Et si vous n'avez pas visionné les membres sup et les membres inf, les membres inf avec les 2 jambes, avec les 2 os de la jambe. Je me rappelle, on a eu une agénésie d'un des os de la jambe. Donc il faut voir sur une coupe transversale les deux images échographiques des 2 os de la jambe. Donc ça, c'est la responsabilité directe de l'échographiste si cet enfant-là était né avec ce diagnostic. Donc à 16 semaines, vous êtes obligé, quand vous allez fournir un compte-rendu écho, c'est que les 2 membres sup sont là, les 2 membres inférieurs sont là, les 2 os de l'avant-bras sont là, les 2 os de la jambe sont là. Ça, c'est... Merci, Cyril. Oui, alors, je voudrais rebondir un peu sur le panicule adipeux. Des fois, des patientes sont très difficiles à examiner et on
passe son temps à essayer de voir, on arrive à dégager un examen qu'on juge à la limite du satisfaisant. Et on peut passer à côté d'une CIV, on peut passer à côté d'une anomalie qui peut avoir des conséquences par la suite. Alors dans ces cas-là, même en mentionnant sur le compte rendu que l'examen était difficile, est-ce que ça a une valeur sur le résultat final, vis-à-vis si la patiente porte plainte? Parce que quand même non, c'est pas une question à passer la main, quand on a un BMI à 40, quelle que soit la main, elle va être difficile. Yazied, voici ma réponse. Le juge ne comprend rien à l'échographie, au textulum. Il n'a jamais assisté à une césarienne. Il ne sait pas c'est quoi une échographie morphologique. Et donc, il fait appel à des experts. Généralement, un collège d'experts. Et ce sont des collègues, des experts, qui, dans la majorité des cas, savent ce que c'est qu'une échographie morphologique, qui vont formuler, le mot a été bien choisi par mon ami le professeur Alouche, qui vont donner une opinion. Le juge n'est pas obligé de suivre, mais s'il a l'intime conviction, il les a choisis lui-même, ces experts. Le plus souvent, il les suit. D'ailleurs, فما كلمة ديما نسمعوها أصحابه شهدوا ضده. Lorsque l'expertise est contre le collègue. Donc, le fait de mentionner, oui, il faut mentionner toutes les difficultés. Tu es rompu à l'échographie. Il faut, les recommandations disent qu'il faut le mentionner. Mais, Michal a dit tout à l'heure, j'ai bien dit dans les limites de l'examen. Elle dit qu'elle ne sert à rien, cette phrase. Elle te fera une bonne conscience en attendant le résultat, en attendant la naissance, en attendant d'être sûr que, heureusement, que Dieu crée les êtres humains dans la majorité des cas normaux et sans anomalie. Ce n'est pas de notre performance. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, le fait de dire dans les limites de l'examen, voilà, dans les limites de l'appareil, ne protège pas. Mais d'écrire les difficultés, le fait de se donner, aujourd'hui, la position n'est pas bonne, je reconvoque la patiente. Le fait de reconvoquer la patiente, ça veut dire que... Mais il n'a jamais été négligent. Le juge, tu as été négligent. Tu as fait 4 échographies morpho normales. Le fait de détailler Behi ou Khaïr, parce que quand on détaille, ça veut dire qu'on a été méticuleux. Mais dans le détail, il ne s'agit pas de dire les 5 doigts alors qu'il n'y a pas 5 doigts. Donc, finalement, nous sommes évalués avant les juges par les experts. C'est pour ça que notre bataille sur les textes juridiques, sur la nouvelle loi de responsabilité médicale, le gros chapitre sur lequel on est en train de se bagarrer, c'est les expertises et les experts. On se bagarre pour avoir dans les textes un collège d'experts, me juge. Et on n'est pas tous d'accord sur la qualification de ces experts. Qui se déclare expert? N'importe quel médecin peut se déclarer, moi je suis expert. Donc, femme a une grande discussion. Mais c'est les experts. Et donc les experts, je pense, ils sont sensibles aux difficultés de l'examen. Juste pour les trolls aussi, Nabil. Hier, j'ai fait une lettre de récusation d'une affaire de responsabilité. Le juge Hatni Wahdi, c'est une affaire de chirurgie vasculaire. Donc j'ai demandé à un collège d'experts, je ne peux pas, il faut un médecin légiste et 2 chirurgiens. قال لي احنا نحطوا واحد برك خاطر تطلبوا نتوما برشا فلوس دونك هكا خبير برك. قلت له c'est pas une question d'argent, c'est une affaire de responsabilité, c'est un médecin qui est en cause et donc il faut toujours demander un collège d'experts. Il ne faut jamais faire une expertise tout seul, quelle que soit la qualification. En plus de ça, Kim Khalk Sinabil, je viens d'être nommé une affaire d'urologie avec un médecin généraliste, un gynécologue. Donc j'ai immédiatement refusé la mission puisqu'il n'y a pas un urologue. Ça concerne l'urologie. Donc le problème reste toujours la liste des experts qui n'est pas mise à jour,
qui, au tribunal, à la cour d'appel, et tout médecin qui fait le diplôme de réparation juridique de dommages corporels, il devient expert. Et donc, il y a des affaires où c'est hyper spécialisé et on a 3 médecins généralistes qui ont ce diplôme pour juger. Donc, c'est pour ça, nous, on insiste que c'est le Conseil de l'ordre, normalement, qu'il doit tenir cette liste d'experts. Madame, oui, là, je me situe en néonatologiste et donc on est un service après-vente. On reçoit les nouveau-nés, on a toujours les questions classiques des parents. Pourquoi il n'a pas fait de césarienne? Pourquoi il n'a pas... Donc là, la première des choses qu'on fait comme règle générale pour les jeunes en formation interne et résident, on leur dit, alors chaque fois qu'il y a une anomalie, d'abord il faut faire très attention à l'annonce parce qu'on est obligé d'hospitaliser le nouveau-né. Donc d'abord sécuriser l'identité de l'enfant, mère-enfant. Pour qu'elle reconnaisse un enfant, elle doit le voir. Elle doit identifier son enfant avant de le ramener dans le service. Alors là, pourquoi je vous dis cette histoire? Parce qu'elle date de moins de 4 mois. Un bébé qui est né un dimanche soir à 20h45 avec une omphalocèle. Alors l'interne, elle se présente avec les consignes strictes. Elle la montre à sa maman avec son bracelet et tout. Elle lui dit, voilà, on va hospitaliser votre enfant. Elle lui a dit pourquoi? Pour la surveiller. C'était un nouveau-né de mère diabétique et un 36 semaines. Surveillée parce qu'elle était prématurée وعندها السكر انت عندك السكر باش نقيسوا لها سكر وعندها مشكله في سرتها هي بدها لانتير ما تعرفش الانفلوسيل اول مره شفتها عندها مشكله في سرتها باش نحلوها. Alors donc ça a été avec l'assistant de garde d'organiser avec la chirurgie. Elle s'est fait opérer lundi matin. Alors quand elle est revenue de la chirurgie, j'examine cet enfant, je trouve une fente palatine, je trouve un souffle, tout de suite le cardiologue, il y avait un CAV complet et il y avait en plus une dysmorphie faciale. Le soir même, on fait une IRM et c'est une agénésie totale du corps calleux. Donc il y avait tout ça, donc j'ai demandé à convoquer les parents. Et c'était de mon devoir d'annoncer tout ça. Alors les parents s'amènent, bien sûr on est structure militaire, le père était commandant, ils sont venus tous les deux, alors ils s'installent, je commence à dire, alors est-ce que vous êtes au courant qu'elle a été opérée et tout? Bon. Et après, j'ai commencé à annoncer les petites anomalies, une à une. Il y a encore d'autres. Et j'ai annoncé d'emblée que c'est une aberration chromosomique de nombre. Et donc, quand on annonce, c'est بالعرب. البنية عندها بنسبة 90% صبغية زايدة من 13. Le cariotype a été fait aussi tout de suite. Alors, la maman, les parents, comment ça? Moi, j'ai fait l'échomorpho. Les parents sont très cortiqués. Hein. J'ai fait l'échomorpho. Le médecin ne m'a rien dit. Alors, vous avez changé ma fille. C'est la réflexion qu'elle m'a sortie, vous m'avez changé ma fille. Et donc là, dans cette situation, là, je m'adresse à monsieur le juge, aux experts, à monsieur le médecin légal. Comment je dois réagir avec ces parents qui me disent « vous avez changé ma fille ». Et c'était dans un staff, hein, enfin, il y avait un spécialiste, parce que là, c'est l'annonce, on fait attention, même, ce n'est pas dans un bureau de médecin, c'est avec, parce que je complétais le dossier, il y avait des informations qui manquaient par rapport à la fratrie, par rapport à l'âge des parents, leurs antécédents et tout. Et ensuite, on a commencé à annoncer les choses petit à petit. Et donc là, elle te dit, vous avez changé ma fille. Voilà. Alors moi, en tant que... Bon, j'ai dit, attendez madame, ici on ne change rien du tout. Vous avez bien vu votre fille, et bon, on vous l'a montrée, et vous l'avez bien vue, on ne vous a rien changé du tout. Vous pouvez encore aller vérifier votre fille. On ne change pas d'enfant dans le service. Tout sauf changer les enfants. Donc là, pour vous, dans le cas de figure, comment on doit réagir? C'est tout, parce que là, les faux négatifs, c'est au quotidien. Et au quotidien, on nous pose les questions. Pourquoi elle n'a pas fait de diagnostic? Pourquoi elle n'a pas... Allez-y, voir avec votre... Nous, on répond uniquement par rapport à l'enfant. Voilà ce qu'il a. Allez-y, voyez avec votre médecin qui vous a suivi. Non, ça fait... Même si je le sais, même si je sais que c'est... Il fallait faire la césarienne, faire les traumatismes obstétricaux graves, dans pas mal de pathologies. Donc on sait que... Mais on n'a pas le droit de dire, oui, il a fallu, voilà, dans l'article rapport, voilà. On n'a pas le droit de le dire. Sur le plan éthique et code de déontologie médicale l'oblige. Je leur dis, allez-y, voyez, si vous avez une question d'obstétrique, allez-y, voyez les questions d'obstétrique avec votre gynécologue. Mais pas avec... Moi, je ne vais pas répondre à la place de l'obstétricien, pourquoi elle n'a pas fait de césarienne ou pourquoi elle n'a pas fait le diagnostic prénatal. Donc là, on répond uniquement par rapport à l'enfant. Mais ce qui dérange, quand on te sort dans ma carrière, c'est la première fois où une dame me sort, vous avez changé ma fille. Elle s'adresse à moi. Hein. Et c'est pas... vous avez changé ma fille. Donc, il faut essayer de la convaincre que c'est bien sa fille. Après, si elle a des doutes, elle doit porter plainte. Et après, j'ai appris qu'elle a porté plainte contre la gynéco, effectivement. Non, elle porte plainte contre l'hôpital pour changement d'enfant. Et là, dans ce cas, ils vont faire l'expertise ADN. Ça va prendre des années. Contre la gynéco, c'est qu'elle a fini par se résoudre. Oui, voilà. Mais au début,
Allez, l'enfant, il est placé où? Elle s'est posée. Monsieur le juge, je pense que vous avez mal jugé le procès. Voilà, pourquoi vous avez mal jugé le procès? Parce qu'en tant que médecin, nous avons juré le jour de la thèse que notre qualité ne favorisera jamais la corruption des mœurs ni à favoriser les crimes. Alors, je vous parle d'un procès où un gynéco a fait une fécondation in vitro, une bride amniotique qui a fait disparaître... Enfin, le bébé était une phocomélie, un bras qui manque. Il a passé au tribunal et on lui a conseillé de dire... Alors, son avocat lui a dit, tu vas dire devant le tribunal, tu leur dis que je lui ai dit que le membre est manquant et elle a accepté. On lui a dit non, dis que j'ai vu, mais je n'ai pas voulu dire. Parce que si je vais dire, cette femme va faire une ITG, c'est un crime. Donc, cet enfant, si on a dit à la mère, elle aurait fait une ITG, une IMG, c'est un crime, c'est de l'eugénisme. Je vous ferai faire un autre procès. Une femme qui a porté plainte pour le gynéco qui n'a pas fait de trisomie 21. Et c'était un trisomie 21. Et le tribunal, en première instance, il a donné un non-lieu. Pourquoi? Parce que dans la loi tunisienne, il n'y a pas une loi qui oblige le médecin de faire une amniosynthèse ou le triple test. Je fais allusion à ce qu'a dit M. Khourouf concernant la résidente qui a été jugée dans les années 90 pour oubli de compresse. Attendez, je termine et puis vous allez parler. Oui, je sais que je vais parler, je parle d'autorité, mais on ne va pas passer l'après-midi sur les cas, puisqu'on est en train de parler d'un cas. Vous avez cité l'exemple de l'eugénisme qui est très intéressant. Laissez-nous vous répondre dessus et on passe à autre chose. Alors, le tribunal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, le trisomique, il est vivant, vous le tuez. Il fait partie, à ce moment-là, des 10 millions de Tunisiens vivants. Maintenant, l'enfant, il est vivant. Allez, très bien, mais je crois que le problème ne se pose pas comme ça, monsieur. Voilà, non, mais je vous dis, c'est des non-lieux par les tribunaux tunisiens. Oui. Alors, pour la résidente, le docteur Khourouf a dit qu'on n'a plus rien fait pour elle. Pourquoi? Parce que devant les tribunaux, le personnel, ils ont dit, on compte les compresses chez nous et elle compte sur l'assistant. Alors, qui a fait la faute? Et puis le juge, le président de la cour, lui a posé la question. Vous avez oublié une petite compresse ou une grande compresse? قال له خليت شون كبير ولا صغير؟ فهمتني؟ قالت له شون كبير. يعني عاود تقول له شون وكا هو. قالت له شون كبير، مشى في باله رئيس المحكمة اللي خلاه شون ملحفة. D'accord. Elle a aggravé son cas, cette résidente. D'accord. Voilà, elle a été condamnée Très à 10 millions et très demi bien. d'amende. Mais je voulais que la discussion reste à propos du cas, mais vous nous suggérez plein de sujets pour les années à venir. Et je pense que cette session, si ça plaît, si c'est instructif, on peut continuer à la faire avec les différents sujets que vous avez exposés. S'il n'y a plus de questions... C'est Nabil. Nabil. S'il n'y a juste plus le cas de questions... qui a été cité, Nabil, le cas qui a été cité avec la fente palatine et l'emphalocèle, l'insertion du cordon et la fente palatine, ces deux items obligatoires dans l'écomorpho. Est-ce que la coupe Pouchenay doit obligatoirement exister dans le compte rendu? On ne passe pas à côté d'un diagnostic de la fente palatine. On va probablement l'étudier l'année prochaine. Avant de clore cette session, je voudrais vous présenter une nouvelle fiche d'information. Vous savez que la STGO a entamé depuis 4 ou 5 ans l'élaboration de fiches d'information pour les patients. Je me permets de vous rappeler que le consentement des patients est le clou derrière tout ça. Le consentement de nos patients pour les actes médicaux que nous pratiquons
C'est un consentement qui doit être libre, donc sans contrainte, éclairé, ce que suppose une information loyale, et révocable, ça veut dire le patient peut se rétracter. Oral ou écrit, oral toujours, l'écrit n'est pas obligatoire dans nos textes législatifs, sauf pour certaines situations, telles que les prélèvements d'organes, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, l'assistance médicale à la procréation et l'expérimentation sur l'homme. En dehors de ces cas-là, il n'est pas obligatoire de faire un consentement écrit. Il y a une primauté de l'information orale et l'information écrite doit rester comme un complément de cette information orale. Devant les juridictions, ces papiers, encore une fois, ce n'est pas pour les discréditer, mais ils ne vous donnent pas une immunité pour tenir le bistouri et faire tout ce que vous voulez, arguant du fait que la patiente a signé le papier. Donc, elle m'a donné son accord. C'est pour ça que demander à obtenir la signature des patients sur les fiches de consentement, ça peut altérer la relation médecin-patient. Comment prouver que le consentement a été obtenu? Il y a les formulaires de consentement et il y a tous les autres supports d'information qu'on donne aux patientes, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses sur lesquelles la justice pourrait s'appuyer pour s'assurer que le consentement a bien été dans les normes répondant aux critères qu'on a cités tout à l'heure, à savoir un consentement libre, un consentement éclairé, un consentement révocable. Délai de réflexion, plusieurs consultations. Ce n'est pas comme si on a vu le patient à 10 heures du matin, à midi, il est au bloc pour une intervention à froid. Ce n'est pas du tout réglo sur le plan, donc, délai de réflexion, tout ça. Toute la paperasse, les lettres, les remarques que vous faites sur le dossier médical, le témoignage, bref, on a plusieurs arguments pour prouver le consentement. Alors, au niveau de la SCJ, on a décidé depuis donc 5 ans de mettre au point 2 types de documents. Le premier document, c'est le formulaire de consentement. Et le deuxième document, c'est une fiche d'information spécifique pour l'acte médical envisagé. Et donc, le formulaire de consentement a été visé par le Conseil national de l'ordre des médecins et il est téléchargeable sur le site de la STJO. Il est valable pour tous les actes médicaux. Et c'est ce document-là qu'on demandera aux patients de signer. Il est personnalisable, il est rédigé en arabe et en français, et il ne comporte pas d'informations. Son objectif, c'est de dire « oui, je suis d'accord ». Donc, ça suppose qu'il y a un deuxième papier avec, qui est la fiche d'information. La fiche d'information est spécifique de l'acte que va subir le ou la patiente. Il est lui aussi personnalisable, c'est un complément de l'information orale, et il est remis au patient en lui accordant un délai, donc, pour qu'il puisse le lire et le comprendre. Et nous nous sommes mis chaque année à faire des fiches d'information, à choisir quelques actes. Je vous rappelle qu'en 2017, on a élaboré 3 fiches, elles aussi validées par le Conseil national de l'ordre des médecins et téléchargeables sur le site, l'amniosynthèse, la césarienne et l'hystéroscopie. En 2018, nous avons validé la fiche d'hystérectomie, la fiche déclenchement du travail et la fiche évacuation d'un utérus gravide au premier trimestre. Et ces fiches, donc, elles aussi, validées par le Conseil de l'ordre et téléchargeables sur le site. Et puis, il y a eu un petit fléchissement. Officiellement, je vais dire Covid. Et donc, on reprend cette année, grâce à l'effort et l'énergie et le travail de mon ami, le docteur Zied Kamoun,
qui a corrigé, recorrigé, revu, modifié, tiqué sur chaque mot, parce que ce n'est pas facile, l'échographie, et on a fini par mettre au point donc, cette fiche d'échographie pendant la grossesse. Et en lisant cette fiche, la patiente donne son accord pour subir l'échographie au cours de la grossesse, et ça va nous prémunir contre de multiples problèmes dont on a évoqué quelques-uns tout à l'heure à l'occasion de l'anomalie, donc passée inaperçue. Je voudrais conclure en vous incitant à utiliser ces fiches d'information, à les télécharger sur le site, et je vous incite aussi à nous communiquer vos suggestions pour les prochaines fiches, parce que, raisonnablement, on ne devrait pas s'arrêter en si beau chemin. Et je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup. On finit sur une petite note plus gaie. Et au nom du bureau de la STJO, je vous invite à un dîner gala. En fait, c'est payant. Donc, les billets sont disponibles chez Marwa, notre bien-aimé secrétaire. Donc, ceux qui veulent participer. Le lieu, ça sera un truc dansant. Il y a Sénéchi. À la Goulette, bien sûr, mais il y aura un groupe très connu, El Cantara, c'est ça? Ne venez pas, c'est pas intéressant. Non, non, vous êtes franchement les bienvenus, et c'est l'occasion de sortir de notre cadre et de finir l'accréditation. C'est bien une affaire. Mais j'ai obtenu. On a travaillé ensemble. L'accréditation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais nul n'est éternel, et j'ai fini mon mandat au niveau du Conseil de l'Ordre. J'ai passé le flambeau. Hein? Est-ce que l'accréditation, je protège, allège quand tu as quand même une accréditation d'une société savante, que tu maîtrises tel geste et que voilà, d'habitude tu es performant sur une mesure, etc. Est-ce que ça va alléger un peu de la sanction, etc. C'est toujours mieux que quelqu'un qui n'a pas fait la preuve de sa compétence. Le fait que vous avez une accréditation d'une société savante n'a aucune influence sur le jugement, parce qu'on va prendre en considération l'acte que vous avez fait. Tu peux être très performant dans votre discipline, mais l'acte que vous avez fait, vous avez commis une faute. Donc ça n'a rien à voir. Des fois, il nous... indirectement, qui m'a pris pour la feuille, en cherchant à s'accréditer, on va se recycler, on va bien sûr améliorer son niveau, devenir plus performant et faire moins de... Et des fois, ils nous ont carrément posé la question, le ministère de la Justice, est-ce que cette personne est habilitée, est-ce qu'elle a l'habitude de faire tel geste ou tel acte, je ne sais pas, carcinologique ou échographique, etc. Est-ce que, voilà, en disant, il a l'expertise, il a un diplôme, etc., est-ce qu'il le fait, il se recycle, etc. Je pense que ça pourrait alléger, au moins. Alléger. هي مجرد واجبات الطبيب تفرض على الطبيب إنه يسمي toujours en formation et en recyclage ويتكون ويسرفر. مي في إطار قضية يشوف هل أنه العمل ولا الانترفونسيون ولا التدخل الطبي اللي قمت به il était conforme aux derniers données de la science. فهمت؟ معناتها l'accréditation elle est très importante, mais pas dans le cas que vous avez posé. Elle est importante pour la formation des médecins. فهمت؟ En fait, ils nous posent des fois, les tribunaux, ils nous adressent des requêtes. Le problème, il se pose essentiellement avec chirurgie esthétique. Dernièrement, chirurgie mammaire, mammoplastie,
Et donc, le juge, il a vérifié, il a trouvé chirurgie maxillofaciale. Donc, il a envoyé, قال هو مختص في جراحة الوجه والفكين. علاش يعمل في عملية هذيك. Donc, c'est par rapport à l'article 13 du Code de déontologie. Donc, tout médecin est habilité à pratiquer les actes de diagnostic dans les limites des compétences et spécialités reconnues par le Conseil de l'ordre. Mais le fait, dans ce cas, on a expliqué que historiquement, c'est les chirurgiens maxillofaciales qui ont commencé la chirurgie esthétique et tout. Et donc, il est habilité à faire cet acte. Mais le problème, il se pose toujours parce qu'il y a absence de référentiel métier. Qui fait quoi? Il y a plusieurs actes qui peuvent être faits par deux spécialités. Donc, chaque spécialité, elle revendique l'acte. Donc, avoir un diplôme, c'est bien pour le médecin, pour améliorer ses compétences, mais ce n'est pas un argument de défense devant la justice. Comme les fiches d'information, il y a certains pays, ils mettent carrément ce document ne constitue pas une décharge de responsabilité. Ça protège le médecin contre le défaut d'information, mais quand il y a une plainte, donc les experts ils vont étudier pré-acte, per-acte et post-acte. Donc, est-ce que les soins sont conformes aux données de la science solaire? Sont là. J'ai vécu il y a quelques années, j'ai été appelée à participer à l'enquête à propos d'un nouveau-né qui est né en souffrance et qui a été perfusé à la naissance et qui a fait une nécrose du gros orteil. Et la question que je voulais vous poser, c'est la mise du cathéter a été faite par un paramédical spécialisé. La responsabilité légale, c'est qui? Elle est liée au fait que l'enfant souffrait et qu'il est sorti souffrant de la césarienne. Donc, comment se gère très, très rapidement par rapport au textilome? Parce qu'il a fait quand même une césarienne en urgence, je fais le parallèle. Comment se gère un impact direct sur l'enfant, pas sur la mère cette fois-ci, sur l'enfant, parce que vous avez dit tout à l'heure, nous on dédommage Nabil a dit, on dédommage les parents, l'enfant, et quand c'est l'enfant qui paye les pots cassés, comment ça se passe? Chouf ya Monia, quand j'ai dit on répare les parents et non l'enfant, c'est par référence à l'arrêt Perruche en France. Nul ne peut se prévaloir d'une malformation contre le médecin qui a suivi la grossesse alors qu'il était dans le ventre de sa maman. L'enfant n'a pas le droit, l'enfant malformé, l'enfant handicapé, n'a pas le droit d'aller dire ce médecin qui a suivi ma maman alors que j'étais dans son ventre aurait dû diagnostiquer et je serais parti en interruption ou je ne sais où. D'accord? Donc, pour les animaux. Maintenant, pour ce cas-là, bien sûr, le nouveau-né, dès qu'il est né, il y a le billet de salle, il y a le matricule, il y a le dossier médical séparé du dossier de sa maman. C'est un être individuel, il est déclaré. Donc, l'enfant, il est mineur, donc c'est son tuteur qui devant la justice qui prend les choses en main, mais il va se prévaloir du préjudice subi. Et la justice, ma foi, quand on perfuse quelqu'un, exceptionnellement, on va dans les suites avoir des choses qui vont mener à l'amputation, à la gangrène, à la nécrose. Donc, c'est un dommage qui est réel. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Oui, il y a une relation de cause à effet. Et donc, il va être réparé. C'est toujours en civil. هو راهو شوف الناس المواطن dans ce pays, parlant de la Tunisie, الإنسان ينجم يشكي بالطبيب civil, pénal ou disciplinaire. بالنسبة voilà. Donc, disons, pour faire simple, pénal, civil ou disciplinaire. Disciplinaire, nous, médecins privés, c'est le Conseil de l'ordre. Les médecins publics, فما زاد مش تأديب في وزارة الصحة. En plus du Conseil de l'ordre, elle est disciplinaire. Et les sanctions disciplinaires,
توبيخ، انذار، ايقاف معناها interdiction d'exercice pendant voire définitive, radiation définitive, disciplinaire. Pénal, il faut qu'il y ait un texte, une infraction, un texte dans le code pénal auquel on a fait infraction. أنا يحكموا فينا نفس القانون نتاع les accidents de la voie publique كي تضرب واحد بكرهبة لطف عليك وعليهم فهمتي ينجم يموت القتل على وجه الخطأ quand on fait un acte médical et que ça tourne mal et que le patient décède, c'est le même article. Okay? Donc il faut qu'il y ait un article في البينال. وفما لو سيفيل السيفيل اللي هو باش تعطي فلوس اما انت ديريكتومون ولا ton assurance si tu as couvert ta responsabilité civile professionnelle. هي ماهيش obligatoire mais c'est très recommandé parce que les condamnations sont faramineuses et ça peut ruiner même un médecin qui travaille bien en privé. اوكي باهي توا الاشكال فين؟ الاشكال انه وقت اللي تشكي في الديسيبلين تجبد ورقه وستيلو وتكتب شكايه وتحطها في الكونسيل دور. وقت اللي باش تشكي في البينال ورقه وستيلو عريضه فهمتي والا تمشي للمركز. Tu n'as pas besoin d'avocat, tu n'as pas besoin d'intermédiaire, ما فيهاش مصروف. هذوما زوز. الديسيبلينير ما هو باش يربح شيء ما يشكيش. البينال ديجا باش يشكي c'est pas tout à fait de la schmette, je ne trouve pas le mot en français. فهمتي؟ اتصلت مره قالوا لي فرانسيس ما عندهمش شميته، je suis pas sûr. بريف دونك باش يشكي سي فري ما يربح شيء خاطر لي كونداناسيون بينال هي غرامه فلوس ياخذها الحاكم والا بريزون بريفاسيون دو ليبرتي. مي علاش يشكيو بينال؟ خاطر il peut se constituer partie civile. هو شكي بينال ما فيهاش مصروف ما فيهاش افوكا. اما اذا يربح البينال il a droit à réparation. alors que في السيفيل يلزموا افوكا ويلزموا يخلص لي زيكسبير. لي زيكسبير قال سي علوش غاليين فهمتني. ودونك فيها مصروف فما l'investissement. اوكي دونك la majorité des patients يشكيو في البينال ils peuvent se constituer partie civile. Mais logiquement, quand on porte plainte parce qu'on se sent victime d'un acte médical, logiquement on porte plainte en civil. Et le médecin, s'il a son assureur, s'il a une assurance en règle, encore faut-il bien lire son contrat d'assurance. خاطر كي الكرهب فما ساعات تلقى en très minuscule فما beaucoup de clauses. فما اون فرانشيز معناها اذا يحكموا عليك اقل من 50 مليون راك تخلصهم انت الاسيورونس ما تخلصش. فما بلافون كومبيان فو ان اتر هومان ان تونيزي فهمتي يقولوا لي يوت لي فيلا كوت بلو شير كان اتر هومان مي سي اون غراند ديسكسيون. لا ماجوريتي دي اسيورونس سون بلافوني ا 500 فهمتي. مي عندنا في صفاق سان جوجمون بور اون اي ام سي مليار فهمتي. Un milliard. Le médecin a été condamné à 1 milliard pour hein? ساعات يحط لك عندنا نمي شيرجان توراسيك فاق الاسيورونس نتاعو ريسبونسابيلتي سيفيل بروفيسيونيل كوفر لو كابيني فهمت. لو كابيني معناها يتيحش واحد في الكابيني يضربش واحد في الكابيني مي نو كوفر با لي زاكت بلوك فهمتي. معناها il faut bien lire son contrat d'assurance parce que les assureurs ان شاء الله ما فما حد هنا sont de potentiels arnaqueurs بصراحه فهمت. دونك فوالا هذاك علاش الناس تشكي في البينال ماهيش شماته خاطر سان لور كوت ريان باسكو لو سيفيل كوت شير. جو بارل سو لو كونترول دي. ثم un autre argument على خاطر زاد j'insiste beaucoup sur la qualité de communication avec les patients. Quand on a été sollicité pour faire partie du groupe de rédaction de la loi sur la responsabilité, on a fait une enquête parce qu'au service de médecine légale de Tunis, quand même, on reçoit environ une centaine d'affaires de responsabilité par an entre les 7 médecins légistes. Donc, et ce qu'on a remarqué, c'est que plus que 70%, c'est des affaires devant le juge d'instruction, le pénal. Je ne suis pas d'accord avec Sinabil, Ashmeta, Khatar Maritch, Ashmet Metouensa. Donc, يحب يشكي في الوكيل يحب
يحط الطبيب في الحبس. C'est un objectif, hein, c'est vraiment terrible. Mais une partie, c'est vrai, اللي هو, mais une autre partie pour le médecin. علاش خاطر le médecin كيما l'affaire الاولى يقول لك انا كي قلت له اعطيني تقرير ولا اعطيني تصاور ما حبش. دوك شو يعمل هو؟ Quand on ne l'informe pas, quand on ne lui donne pas les documents qu'il a besoin, je fais le pénal. Le pénal, le juge d'instruction, il a l'autorité de saisir tout le dossier. في les affaires في الجuridiction pénale يجيب لك الدوسي كامل، الدوسي الاصفر نتاع السبيطار باللي سي جي باللي راديو كل شيء. Le juge d'instruction il saisit tout le dossier. Donc يقول لك انا شكون باش ياخذ لي حقي شكون باش ياخذ لي الدوسي، هو وكيل الجمهوريه ولا قاضي التحقيق. Et donc c'est pour ça il faut vraiment bien communiquer avec les patients, il faut les informer, il faut bien expliquer et je suis sûr que l'information elle va réduire le nombre de plaintes, notamment au niveau du pénal. Sur le plan civil, il faut vraiment faire une assurance. J'ai reçu une affaire avec Dr Mathlouthi dernièrement. L'avocat, il demande milliard ou 400. Milliard ou 400. Puisque c'est une affaire civile, donc c'est une expertise contradictoire. Donc, بعثت للطبيب باش نسمع sa version des faits. أول ما سألتها قلت لها عندك شي assurance؟ قالت لي لا. قلت لها راهو المحامي bien sûr il aura pas milliard و 400 mais pour vous dire معناتها توا يطلب milliard و 400. تخيل انت المحكمه تمشي معاها يسخفها من المريضه تسخفها من المريضه وهي ما عندهاش assurance. C'est loin du record. Le record qu'on a vécu 25 milliards. 25 milliards فيهم pour un autiste, un enfant autiste, contre le pédiatre. Un pédiatre qui a foutu le camp. سكر الكابيني وهرب. توا رجع بعد الثورة خاطر وقتها le plaignant était proche des hautes sphères. 25 milliards فيهم un appartement à Paris, pour acheter un appartement à Paris à côté d'une école qui s'occupe des autistes. هذاك علاش وصل 25 مليار. Donc, et l'autiste, il est responsable. C'est en quoi le pédiatre est responsable de l'autiste? هو قالوا مش autiste, mais ils veulent passer ça pour une IMC. تهرب. الطبيب هرب باع الدنيا كلها. Pour l'expertise, je confirme le claim de Mohamed. La communication elle est très importante. Le fait d'écouter le patient ou les parents, c'est très important, ça allège le problème. Il faut écouter et il faut communiquer avec beaucoup de sang-froid. Ça, dans un premier lieu. En deuxième lieu, s'il y a une action en justice, soit en pénal ou en civil, il faut assister l'expertise. Il faut être présent avec l'expert, ramener le dossier médical, toute la paperasse, et communiquer comment vous avez fait l'acte, comment vous avez suivi le patient, la maman, le bébé. C'est très important. Dans la majorité des cas, les médecins ne prennent pas la peine d'être présents pendant l'expertise. Et c'est là le premier problème. Parce que le fait انك تحذر وتمشي للخبير ومع سينابيل les 10 dernières années, on a essayé d'instaurer le collège d'experts. C'est très important. À tel point même, كما قال الأستاذ علوش, هما نفسهم ولاو يطلبوا l'assistance d'autres disciplines, d'autres spécialités. Parce que c'est important, un gynéco, une affaire qui concerne un gynéco, il faut avoir 2 gynécos avec le médecin légiste. C'est très important. La vision n'est pas la même. Le travail quotidien, il n'est pas le même. Donc le fait انك تحضر عند l'expert تعطي الفيرسيون بتاعك المشاكل اللي صارت وقت صار l'acte, tout ça automatiquement il y aura un impact dans la rédaction de l'expertise. Qu'on le veuille ou pas, on est humain. Donc la rédaction elle ne va pas vous désincriminer ou incriminer, mais elle va relater les faits d'une façon beaucoup plus exacte aux faits d'espèce.
Une dernière question, c'est Fatih. Des fois, le juge demande une expertise à un seul expert. تهز تليفون وتكلم الجوج وتقول له il vaut mieux désigner 3 experts ou un collège d'experts. يقول لك عيط انت اللي تحب. Quand on signe le rapport d'expertise, quelle est la valeur de cette expertise avec 3 noms dont un seul est désigné officiellement? Il faut. Personnellement, j'exige que un ordre de mission avec les 3 noms. ساعات يستسهلها هو. Bon, في البينال ils savent très bien قاضي التحقيق ما يعملهاش هكاك على خاطر نجم يكسروها له pour des fautes de procédure donc غلطه. Mais ساعات يقول لك هو par contre il faut lire la mission. خاطر ساعات يحط لك مع إمكانية الاستعانة بما ترونه صالحا من الخبراء. أنا جاي une affaire مرة هكاك ورجعتها له قال لي هاكا حطيت لك أنا. Donc أنت il faut lire la mission وهو كان ما قالكش أنت تنجم تستعين بدوتر إكسبير لازم ترجع ويعطيك ميسيون فيها 3. داير عندي نافير في من 2018 في l'hôpital d'enfants على خاطر j'ai pas eu une mission avec les 2 chirurgiens pédiatres. من 2018 وهي بلوكي هكاك. Je pense qu'il faut lever la session si vous voulez rattraper la pause café. Et je vous dis à l'année prochaine, ciao.